La trigonométrie, c'est la mesure des triangles. L'inventeur s'appelle Hipparque. Il vivait au second siècle avant Jésus-Christ, soit 2 siècles après Euclide, 1 siècle après Archimède, mais tout de même plus de 2 siècles avant Ptolémée. Il est l'auteur des premières tables trigonométriques de l'histoire. Non, attendez, sérieux? On voudrait nous faire croire que personne n'a mesuré de triangle avant Hipparque? Je vous parle assez souvent de cette tablette, qui est probablement une sorte de cahier d'écolier. Un apprenti scribe a marqué dessus la valeur du côté d'un carré, celle de sa diagonale et de l'inverse de cette diagonale. Donc, racine de 2 et 1 sur racine de 2. Mais 1 sur racine de 2, c'est bien le sinus de 45 degrés, non? Le sinus et le cosinus de pi sur 3 et pi sur 6 étaient également connus, tout au moins de façon approchée, puisque dans les tablettes où apparaissent des problèmes d'hexagones et de triangles équilatéraux, on retrouve des constantes qui reviennent à prendre 7 quarts comme approximation de racine de 3. Les Mésopotamiens avaient une connaissance assez précise des dimensions des polygones réguliers. On a retrouvé des tables donnant les côtés et les hauteurs des polygones réguliers à n côtés jusqu'à n égale 8. Cette tablette porte un heptagone sur la face que vous voyez, un hexagone sur l'autre. On savait donc en ce temps-là calculer les sinus et cosinus des angles de pi sur 6 et pi sur 7. Mais attention aux anachronismes. Être capable d'effectuer la construction géométrique, voire de donner des valeurs approchées des longueurs, ne signifie pas que l'on exprime ces mêmes longueurs comme des grandeurs trigonométriques. Du temps d'Euclide, les constructions des polygones réguliers font partie des bases. Euclide consacre le livre 4 des éléments aux cercles inscrits ou circonscrits. Il commence par les triangles, ensuite il passe aux carrés. L'inscription de l'hexagone est particulièrement facile. On savait depuis déjà longtemps que le côté de l'hexagone est le rayon du cercle. La construction du pentagone inscrit est un peu plus compliquée, mais elle est bien connue également. À partir du pentagone et du triangle équilatéral, le polygone à 15 côtés est déduit. Il faudra attendre Gauss pour faire mieux. Avec les constructions d'Euclide, on sait tracer à la règle et au compas un assez grand nombre d'angles. En fait, une bonne partie de ce que nous appelons cercle trigonométrique. Euclide n'effectue pas explicitement les calculs des coordonnées, cela n'aurait pas eu de sens dans les éléments. Mais ces calculs n'impliquent rien d'autre que des extractions de racines carrées que l'on savait approcher depuis longtemps. Je vous parle ailleurs assez en détail de la méthode de Héron, nous n'allons pas recommencer. Je voudrais vous convaincre du fait que, si les premières tables trigonométriques ne datent que du second siècle avant notre ère, les outils pour les calculer étaient disponibles bien avant. Nous en avons la preuve avec la méthode d'exhaustion. Elle est en général attribuée à Eudoxe. On la trouve utilisée au début du livre 12 des éléments d'Euclide. Elle consiste à encadrer le cercle par des polygones inscrits et circonscrits pour majorer et minorer la quantité que l'on recherche. Ensuite, on double le nombre de côtés en divisant par 2 chacun des angles du polygone précédent. Dans son mémoire sur la mesure du cercle, Archimède l'utilise avec virtuosité. Il part d'un hexagone dont il divise les angles 4 fois successivement pour en arriver à un polygone à 96 côtés. À chaque fois, le dédoublement des angles le conduit à calculer des racines carrées, qu'il encadre soigneusement par des rationnels. Archimède ne s'attarde pas, ni sur le calcul des longueurs pour l'angle moitié, ni sur l'extraction des racines carrées. J'imagine qu'il voyait les deux comme des outils basiques. Or,
Entre un polygone à 96 côtés et une table trigonométrique pour 24 angles régulièrement espacés entre 0 et pi sur 2, il n'y a qu'une différence de point de vue, pas de technique. Je vous propose de détailler la construction de cette table pour vous convaincre du fait qu'elle était largement à la portée d'Archimède et même d'Euclide avant lui. Commençons par un peu de vocabulaire. Nous sommes dans un cercle de rayons donnés. L'habitude de fixer le rayon du cercle à 1 pour ne considérer que des rapports est tardive. Elle date d'Aboul Wafa au Xe siècle, mais n'a été unanimement adoptée que bien plus tard. Du temps des Grecs, et encore longtemps après eux, le segment naturellement associé à un angle était la corde, comme la corde d'un arc. Les Indiens ont compris les premiers qu'il était plus facile d'utiliser la demi-corde, qui est notre sinus. Comme vous le voyez, la corde d'un angle est le double du sinus de l'angle moitié. La première trace qu'on en a est la table d'Aryabhata à la fin du 5e siècle. Je vous en reparle un peu plus loin. Qui dit arc dit corde, mais aussi flèche. Pour nous, le cosinus de θ sur 2 est la longueur ON. Pour les Indiens, la flèche de l'arc θ était la distance de n au cercle, soit pour nous le rayon moins le cosinus. C'est devenu en Europe le sinus verse, qui a maintenant disparu. Les deux ingrédients de base du calcul d'une table trigonométrique sont deux applications élémentaires du théorème de Pythagore. Regardez cette figure d'un secteur angulaire dans lequel un des rayons est projeté orthogonalement sur l'autre. Cela donne deux triangles rectangles. Le bleu a pour hypoténuse le rayon, pour côté de l'angle droit le sinus et le cosinus. Et la symétrie par rapport à la diagonale transforme le cosinus en le sinus de l'angle complémentaire. Dans le triangle vert, l'hypoténuse est la corde, qui est le double du sinus de l'angle moitié. Les deux côtés de l'angle droit sont le sinus et la flèche, qui est le rayon moins le cosinus. Le théorème de Pythagore permet donc de calculer le sinus de l'angle moitié, connaissant le sinus de l'angle et de son complémentaire. Voici les formules. Pour calculer le sinus de l'angle complémentaire, il faut prendre la racine carrée de la différence entre le carré du rayon et le carré du sinus de l'angle. Quant au sinus de l'angle moitié, c'est la moitié de la racine carrée de la somme des carrés du sinus et du sinus verse. Ces deux formules, très simples, suffisent à calculer une table de valeurs. Voici comment trouver les sinus de 24 angles régulièrement répartis sur un quart de cercle. Le calcul des 24 cordes serait analogue. La 24e valeur est le sinus de 90 degrés, et il est égal au rayon. En divisant l'angle par 2 à chaque fois, vous calculez successivement le 12e sinus, puis le 6e et le 3e. Le passage au complémentaire vous donne le 18e et le 21e. Partant du 18e, vous obtenez le 9e en divisant par 2 et le 15e par passage au complémentaire. Vous avez déjà calculé 8 valeurs et vous n'avez pas encore utilisé le sinus de 30 degrés. Il est la moitié du rayon, ce que vous dit le tracé de l'hexagone régulier. Le 8e sinus de votre table est donc R sur 2. Du 8e sinus, vous passez au 4e, au second et au premier, en divisant successivement par 2. Puis au 16e, au 20e, au 22e et au 23e, qui sont les complémentaires. Le 20e mène au 10e et au 5e, donc au 14e et au 19e. À son tour, le 14e conduit au 7e, donc au 17e. Il reste à exploiter le 22e, qui conduit au 11e, donc au 13e. Faites vos comptes,
vous avez bien calculé 24 valeurs et vous n'avez utilisé que des opérations élémentaires et des extractions de racines carrées. Maintenant, voici la traduction du verset 12 de l'Aryabhatiya, qui date de 499. C'est une collection de nombres entiers qu'il faut comprendre comme des différences entre 24 sinus successifs. Ces différences suffisent à retrouver les sinus par somme cumulée, et elles sont plus faciles à mémoriser. Le rayon du cercle est la somme de toutes les différences, à savoir 3438. Vous pouvez vérifier que la huitième somme cumulée est bien la moitié de 3438. La précision est relativement bonne. Divisez les valeurs cumulées par 3438 et comparez au sinus des multiples de pi sur 48. L'erreur maximale en valeur absolue est 2 sur 10 000. Eh bien, la table que vous voyez a été calculée par la méthode expliquée plus haut. Comment le sait-on? Nous avons deux sources plus détaillées que Aryabhata. La première vient de Varaha Mihira, au VIe siècle. Et il est possible que ce soit Aryabhata qui ait déterminé sa vocation pour l'astronomie. Le titre de son livre, Panga Siddhantika, signifie les 5 canons astronomiques. C'est une compilation de la science de son temps. Il y décrit la fabrication d'une table de 24 sinus, celle que nous avons vue plus tôt. Voici la traduction de quelques phrases au début de la description. Nous supposons un diamètre de 240 et nous donnons ci-dessous les sinus tabulés pour des angles de 3 degrés 45 minutes. Le premier diamètre de 240 est conventionnel. 3 degrés et 45 minutes, c'est exactement 90 degrés divisé par 24. Le carré du rayon, donc 14 400, est appelé Dhruvakarani. Sa quatrième partie, 3600, est le Karani, relié au premier signe, donc 30 degrés. Dhruvakarani moins le Karani de Mesha, traduisez 14 400 moins 3600 égale 10 800, et le Karani de deux signes, 60 degrés. La racine carrée d'un Karani est le sinus de la table. La traduction littérale de Karani est irrationnelle. Donc ce premier pas consiste à passer du sinus de 30 degrés au sinus du complémentaire, 60 degrés. Un autre témoignage sur la manière de calculer une table de sinus est celui de Bhaskara I, au siècle suivant. Son texte est accompagné de la figure que vous voyez. Elle montre un cercle trigonométrique sur lequel les angles multiples de 30 degrés sont marqués avec leurs sinus et cosinus. Bhaskara I décrit à nouveau la procédure qui conduit à la table de 24 sinus. Toujours au 7e siècle, Brahmagupta explique lui aussi comment construire la table à 24 entrées. Mais attendez, le 7e siècle, cela fait tout de même un bon millénaire après Eudoxe, ça. Je vous propose d'écouter Théon d'Alexandrie, un des derniers mathématiciens grecs. Mais si, vous le connaissez, c'est le papa d'Hypatie. Hipparque avait déjà donné en 12 livres la méthode pour trouver les droites inscrites dans le cercle. Ménélaüs a traité aussi cette matière en 6 livres. Mais on ne peut s'empêcher d'admirer la facilité avec laquelle Ptolémée, par le moyen de quelques théorèmes simples et en petit nombre, parvient à trouver ces valeurs. La table d'Hipparque n'a pas été conservée, pas plus que celle de Ménélaüs. Qu'elles aient été construites en 12 ou 6 livres est sans doute une exagération de Théon. Par contre, il a raison d'insister sur l'élégance de la construction de Ptolémée. L'exploit est impressionnant. Ptolémée donne une table de toutes les cordes des angles de 0 à 180 degrés
précise au demi-degré. Cela revient à une table de sinus précise au quart de degré, soit 360 valeurs. Ces valeurs sont données par rapport à un diamètre de 120, avec 3 chiffres sexagésimaux, donc en 3600e. La précision en termes de sinus est de l'ordre de 10-7. Comment Ptolémée fait-il? Comme point de départ, il utilise non seulement l'hexagone, mais en plus le pentagone, qui lui donne l'angle de 72 degrés. Ensuite, il utilise, comme précédemment, le passage au complémentaire et la division des angles par deux. Mais il a un autre outil. C'est ce que nous appelons toujours le théorème de Ptolémée. Il dit que, pour un quadrilatère inscrit dans un cercle, le produit des diagonales est la somme des deux produits de côtés opposés. Utilisé convenablement, ce théorème permet de calculer les cordes de sommes et de différences. Ce que vous voyez ici n'est qu'un exemple qui vous montre comment Ptolémée eut calculé la corde de la différence de deux angles. C'est un outil puissant qui permet de gagner en précision. Par exemple, l'angle de 72 degrés divisé par 2, puis 4, puis 8, conduit à l'angle de 9 degrés. La table de 24 valeurs contient la corde de 7 degrés et demi. Par différence, on obtient la corde de 1 degré et demi. On peut encore diviser par 2, mais on n'atteint pas la corde de 1 degré. Écoutez Ptolémée vous dire comment il a fait. Parce que la sous-tendance de l'arc de 1 degré et demi étant donnée, celle qui sous-tend le tiers de cet arc n'est pas pour cela donnée par les lignes. Il veut dire que la corde du tiers d'un angle n'est pas constructible à la règle et au compas en général. Car, si elle l'était, nous aurions par cela même la corde de 1 demi-degré. Nous chercherons d'abord la corde de 1 degré, par le moyen de celle de 1 degré et demi et de celle de 3/4 de degré, à l'aide d'un lemme qui, quoiqu'il ne puisse pas donner la juste valeur d'une droite inscrite dans le cercle, donne au moins les plus petites avec assez de précision pour qu'il n'y ait pas de différence sensible avec celle que l'on déterminerait rigoureusement. En clair, Ptolémée approche la corde de 1 degré par interpolation linéaire entre 3/4 et 1,5. Le calcul exact ne sera effectué que bien plus tard, par Al-Kashi, au début du XVe siècle. Mais si, vous savez bien, Al-Kashi, c'est cet astronome de la cour d'Ulugh-Beg à Samarcande. Il a calculé pi avec une précision de 10-17, mais il n'a aucun rapport avec le théorème d'Al-Kashi. Bref, comment a-t-il fait pour calculer le sinus de 1 degré? Eh bien, il a commencé par appliquer le théorème de Ptolémée pour relier le sinus de 1 degré et celui de 3 degrés par une équation de degré 3. Ensuite, il a inventé un algorithme d'approximation pour résoudre cette équation. Les calculs sont assez compliqués, ils sont présentés sous forme de tableau, comme celui que vous voyez. Au fait, le titre du mémoire d'Al-Kashi est Traité sur la détermination du sinus de 1 degré. Voyez la transcription du titre arabe. Dans cette transcription, le mot qui signifie sinus est jaïb. C'est une adaptation phonétique du mot indien qui signifie corde. Voici comment on est passé du mot corde au mot sinus. Quand ils se sont rendus compte qu'il était plus facile de manipuler les moitiés de cordes, les Indiens les ont appelés Arda Jia, c'est-à-dire demi-corde. Et puis, comme il n'y avait plus d'ambiguïté, le préfixe est tombé. Et le mot Jia, ou Jiba, a désigné le sinus. Le mot désignant le cosinus était littéralement le sinus du complémentaire, Koti, Jia. Restait son complément au rayon qui était la flèche.
Les Arabes ont appris l'astronomie indienne avant que l'Almageste de Ptolémée ne soit traduit. Ils ont importé le mot jiba, qui ne signifiait rien en arabe. La prononciation a dérivé vers jaïb, qui signifie poche. Et le mot sinus, en latin, signifie entre autres repli de vêtements. Et c'est le plus proche équivalent que les traducteurs du Moyen Âge ont trouvé. Les tables de Tolède sont l'œuvre d'un astronome arabe de la péninsule ibérique. Elles ont été traduites une première fois par Gérard de Crémone au XIe siècle. Ceci est tiré d'un manuscrit du XIVe siècle. C'est le début d'une table de sinus qui s'étend sur 3 pages. Vous voyez que le titre contient bien le mot sinus. Par contre, la colonne des sinus porte en titre corda mediatum, c'est-à-dire demi-corde. Je n'ai pas réussi à savoir quel est le premier traducteur à avoir utilisé le mot sinus. Cela a dû se faire au XIe siècle, quand les tables astronomiques arabes ont commencé à être traduites, en particulier en Espagne. Parmi les plus célèbres, on trouve les tables indiennes. C'est ce que signifie le titre. Zij al-Sinhin, d'Al-Khawarizmi. À propos de tables indiennes, il ne vous aura pas échappé que la table d'Aryabhata, avec ses 24 valeurs, n'arrivait pas à la cheville de celle de Ptolémée, pourtant plus ancienne, d'au moins 3 siècles. Il me semble raisonnable d'en conclure que la trigonométrie des Indiens s'est développée indépendamment de celle des Grecs. Au fait, pourquoi Ptolémée avait-il besoin d'une table de cordes? La plupart des calculs astronomiques font appel à une ou plusieurs fonctions trigonométriques. Un des exemples les plus simples consiste à relier la latitude d'un lieu à la durée du jour le plus long. Vous voyez ici un exemple traité par Ptolémée à grand renfort de cordes. Eh bien, au vu du nombre d'occurrences du mot double, vous serez convaincu, je pense, de l'utilité de remplacer la corde par le sinus. D'autres applications relient l'heure du jour, la latitude du lieu, le jour de l'année, et les formules utilisent chaque fois plusieurs sinus. La trigonométrie en tant que discipline n'est pas allée au-delà des traductions arabes avant le XVe siècle. Ce n'est d'ailleurs qu'à la toute fin du XVIe siècle que Pitiscus a introduit le mot trigonométrie. Le même Pitiscus est l'auteur d'une impressionnante table de sinus rapportée à un rayon de 10 puissance 15. Vous en voyez la page de titre. Elle a été publiée l'année de la mort de Pitiscus, 1613. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé l'année suivante? Allons, allons, un petit effort. En 1615, Louis XIII a épousé Anne d'Autriche et la mère de Kepler a été arrêtée. En 1616, Shakespeare et Cervantes sont morts tous les deux, à quelques semaines d'intervalle. Mais en 1614, hein? C'est la date de parution de la Description de l'admirable table des logarithmes de John Napier. Quel rapport entre les logarithmes et la trigonométrie? Napier l'avait bien vu, puisqu'il met en avant la trigonométrie dans le titre même de son ouvrage. Il ne s'était pas trompé sur l'importance de calculer non seulement des logarithmes ordinaires, mais encore des logarithmes de sinus et de tangente. Il en donne des exemples et en décrit les applications. 5 ans plus tard, Kepler dédie son éphéméride à l'illustre et généreux John Napier, baron de Merchiston, écossais. Dans la préface, il explique que ces tables rudolphines n'auraient pas pu être calculées sans les logarithmes. Elles ont aussi permis un autre exploit, la 3e loi de Kepler. Désormais, la trigonométrie et donc les calculs astronomiques ne sont plus seulement liés aux tables de sinus
ou de tangente, mais aux tables de leur logarithme. Mais cela, vous le saviez déjà, non? Vous pouvez maintenant calculer une table de sinus et une table de logarithme par les méthodes anciennes. Rien ne vous empêche donc de calculer votre propre table de logarithme de sinus pour refaire les calculs de Kepler. Mais n'en déduisez pas pour autant que c'est ce qui est programmé dans votre calculatrice. Au XVIIIe siècle, les approximations polynomiales et la méthode des différences divisées de Newton ont remplacé les méthodes anciennes. Définitivement? Non, bien sûr. Depuis le siècle dernier, les programmes de calcul sont basés sur l'algorithme cordique, qui est encore différent. Allez savoir combien de temps il durera.